Welcome to the Private Equity Exchange, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. With over 1,000 delegates, the Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet. Before the events, using our internet platform, schedule one-on-one meetings with delegates that matter most to you and exchange far more than business cards at your deal meetings at the Private Equity Exchange. Gather great market insight with over 120 speakers and 6 tracks to choose from. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. LBO for management teams. Overview, the main mechanisms of LBO. Introducing Bonjour à tous. Je dirais que l'objectif de ce panel est d'abord, j'espère que vous vous ennuyez pas. Ensuite, de planter le décor de cette journée, le fil d'Ariane de cette journée. Donc vous avez ici, je dirais, les 4 lettres du LMBO. Le L avec Thomas Magraus, donc le levier. Je vais laisser après Thomas se présenter. Le M avec Claude Janté, qui est directeur général de Carré Blanc et qui est actuellement sous LBO. Et puis le buy et le out, le B et le O avec Mathieu Antonini, qui est investisseur et qui travaille chez AXA Private Equity. Et moi-même, qui représente la corporation des conseils, puisque je suis dirigeant responsable de PwC Corporate Finance. Donc je vais peut-être laisser Thomas se présenter. Tom McGrath, le responsable de financement LBO chez Xis, une banque qui ressort de le groupe Caisse de dépôt et qui est en train de fusionner actuellement avec Natixis. Ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le métier de financement LBO. J'ai commencé avec une banque canadienne dans les années 80 à New York. Et tout d'abord, je vous demande d'excuser quelques fautes de français. Je ne suis pas français, je suis américain, mais je vais essayer de mettre dans un contexte le marché de la dette LBO, ses dernières évolutions, et ce que ça peut donner pour une équipe de management dans un LBO aujourd'hui. Bonjour, Mathieu Antonini. Je suis donc directeur dans l'équipe LBO d'AXA Private Equity. Donc AXA Private Equity est la filiale du groupe AXA spécialisée dans l'investissement en non-coté. Nous gérons aujourd'hui 10 milliards d'euros. À peu près un quart provient du groupe AXA et les 3 quarts proviennent d'investisseurs externes. J'ai commencé cette activité chez Schroeder Ventures, qui depuis 1999 s'appelle Permira, en 1994. Et je suis arrivé chez AXA Private Equity quand on débutait l'activité en 1998. Bonjour, je m'appelle donc Claude Janté. Je dirige actuellement le groupe Carré Blanc, qui est spécialiste leader donc dans le linge de maison. Groupe pour lequel j'ai été appelé au cours de l'année 2001, groupe qui était en difficulté à cette époque à la suite d'un MBI, et donc nous avons conduit une restructuration assez lourde et un LBO donc au cours du mois de mai 2005, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc je vais commencer ce panel par donc rapidement brosser comment fonctionne un LBO. C'est une opération qui peut être présentée simplement et qui est très complexe. Je vous propose donc d'aborder 3 choses. D'une part, les principales caractéristiques d'une opération de LBO. Ensuite, l'investissement du management. Normalement, c'est un panel qui est réservé aux managers, donc j'imagine qu'il y a des managers dans la salle. En tout cas, je l'espère. Et donc, on va aborder un certain nombre de sujets propres donc, aux managers. Et puis, le dernier, rapidement, le dernier volet de cette présentation, le processus d'enchère dans une opération de LBO, comment ça fonctionne. Alors, les caractéristiques et en jeu d'une opération de LBO. Voilà. Alors,
avant de rentrer un peu plus dans le détail technique, on peut dire qu'aujourd'hui, le private equity est une véritable industrie et même un véritable phénomène de société, puisque pratiquement tous les jours, aujourd'hui, on parle des opérations de LBO. Et là, j'ai mis quelques chiffres que je vous laisse lire, qui sont assez impressionnants, sur des chiffres qui concernent que la France, hein, qui font de la France aujourd'hui un des principaux marchés dans le domaine du LBO. Alors, suivant les années, équivalent avec l'Angleterre, voire certaines années supérieures à l'Angleterre. Avec 230 opérations de LBO en 2005, 22 milliards investis, 1000 à 1200 entreprises actuellement sous LBO, ce qui est quand même assez considérable. Plus de 1 million de salariés donc, dans les entreprises financées par le capital investissement, et puis 150 fonds de LBO répertoriés. Et je passe tout l'ensemble des acteurs qui font cette industrie, à savoir les conseils, les banques de financement, les hedge funds, et j'en passe. On peut dire aussi qu'aujourd'hui, pratiquement, tous les secteurs de l'économie sont touchés par le LBO et peuvent être touchés par le LBO. Autrefois, il fallait que l'entreprise soit en croissance, que l'entreprise ait des cycles assez réguliers, de visibilité de flux, etc. Aujourd'hui, et Thomas va en parler, avec la créativité des banquiers d'une part, et aussi la créativité des investisseurs et des conseils, pratiquement tous les secteurs de l'économie sont touchés. Je vais donner deux exemples récents, d'ailleurs, sur lequel Price est intervenu. Albingia, qui a été un LBO dans l'assurance, qui vient de se closer et qui est assez intéressant dans la mesure où, pour la première fois, il n'y a pas de compagnie d'assurance au capital et d'actionnaires, je dirais, de référence institutionnelle au capital de cette société, et uniquement des fonds d'investissement. Et puis, au mois de juin, début juillet, il y a eu également une opération, la première opération de LBO sur un fonds de hedge fund qui s'appelle Olympia, qui était aussi une grande première dans le monde, puisque c'était la première fois qu'on montait une opération de LBO sur un fonds alternatif. Alors, très simplement, qu'est-ce que c'est qu'un LBO? C'est le rachat d'une entreprise par son management et un investisseur financier, financé en partie par de la dette. Donc on voit sur ce schéma très simple que, en bas à gauche, vous avez une pyramide qui montre ce qui a financé. D'une part, la valeur de l'entreprise, la croissance, le financement de la croissance, et puis les coûts de la transaction, sachant que les coûts de la transaction, en moyenne, on y reviendra, s'élèvent entre 3 et 5% de la valeur de la transaction. De l'autre côté, on voit les sources de financement habituelles, avec donc des tranches de millefeuilles. D'une part, la dette senior, qui est en principe la principale tranche de financement. Et puis ensuite, on peut aller très très loin dans les tranches de mezzanine, donc qui est un financement intermédiaire. Et puis, bien évidemment, le financement de l'investisseur et l'investissement du management, qui est plus ou moins important, et j'y reviendrai. On voit la structure habituelle, une holding qui détient, qui a été constituée pour l'occasion, qui détient 100% de la société cible, et le remboursement de la dette qui se fait grâce aux dividendes de la cible, avec un ensemble qui profite également d'un levier fiscal, puisqu'en fait on essaye de créer un périmètre fiscal avec l'intégration fiscale, et qui fait que les intérêts de la dette sont tamponnés avec donc les produits de la cible, et les intérêts des obligations convertibles, entre autres, sont déduits. Donc là, on voit une structure type, alors qui peut être plus ou moins complexe. On voit aujourd'hui des opérations de LBO extrêmement complexes, avec une cascade de holding, chaque holding parfois portant une tranche de dette et des tranches de mezzanine. Mais on revient toujours au schéma type, qui est donc le management et les investisseurs qui investissent, aux côtés, donc, dans une structure holding qui détient 100% d'une société cible, avec des tranches de dette et des actions et des obligations convertibles. Je reviendrai là-dessus.
Alors, le financement, et sans trahir et devancer la présentation de Thomas, là on voit que le financement, à gauche vous avez ce qui apporte le financement, à droite donc quels sont les instruments utilisés, le finance et sur le côté gauche la rémunération du risque. On voit qu'effectivement la tranche de dette senior qui est partie qui finance une partie de l'acquisition avec un taux de rémunération qui est de l'ordre de Euribor plus 225-275 points de base. Et plus on monte dans la hiérarchie du financement, et plus évidemment le rendement attendu est important, avec une mezzanine entre 10 et 18%, suivant les cas. Des investisseurs financiers entre 20 et 25, et là, il y a, je dirais, ça va dépendre si c'est un LBO primaire ou un LBO secondaire. Ça va dépendre du profil de risque de l'entreprise. Dans le dossier Carré Blanc, par exemple, le taux de rendement attendu est supérieur, largement supérieur à 25%. En revanche, dans certains LBO secondaires, on voit des taux de rendement attendus qui sont inférieurs à 20%. Et puis le management qui, lui, par des mécanismes de ratchet, comme on dit, donc d'accélérateur, de booster, peut aller largement au-dessus, bien évidemment, de ce que l'investisseur financier va percevoir. Sur la droite, les instruments qui sont utilisés, on a des prêts bancaires classiques, des obligations convertibles, des OPSA, et puis des BSA qui est un outil couramment utilisé pour accélérer le rendement du management. Alors ici, j'ai fait juste un petit exemple de base et un exemple simplement sur la croissance de la valeur d'entreprise. On pourrait faire le même exemple avec la décroissance de la valeur d'entreprise pour vous montrer l'accélérateur de l'effet de levier. Donc on prend une entreprise qui vaut 100 à l'ouverture, qui est financée 30% par du fonds propre, 70% par de la dette, et on arrive au bout de 4 ans ou 5 ans à une valeur d'entreprise de 150, donc la dette a été remboursée en partie, la dette est passée de 70 à 50, et les fonds propres, eux, ont augmenté de 30 à 100, donc ce qui fait que la valeur d'entreprise, elle, a augmenté d'1,5 fois, et la valeur des fonds propres, eux, ont augmenté de 3,3 fois. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les fonds d'investissement vont raisonner en deux paramètres de raisonnement dans leur structure mentale. D'une part, bien évidemment, le taux de rendement interne dont j'ai parlé tout à l'heure, et je vais y revenir, et puis également le multiple de la mise investie. Et on voit là, par exemple, que 3,3 fois les fonds propres, c'est une opération plutôt une très bonne opération. D'où vient le TRI et c'est très important parce qu'en fait, lorsqu'on est manager et qu'on va faire une opération de LBO, il faut bien comprendre ces trois paramètres qui vont conditionner votre décision de faire un LBO ou pas faire un LBO et l'élaboration de votre business plan. Le TRI vient donc d'une part du levier, remboursement de la dette, d'autre part de la croissance de l'entreprise et du multiple qui est d'ailleurs lié, qui est parfois lié à la croissance de l'entreprise, mais pas toujours. Remboursement de la dette, on voit dans cet exemple que on prend toujours le même exemple, une entreprise qui vaut 100, une dette donc qui passe de 70 à 50, mécaniquement par l'effet de levier, on a 11% de TRI. Donc on voit que pour une entreprise qui n'a pas perdu de valeur, qui n'a pas grossi, qui n'a pas perdu de valeur et qui en 3 ans ou 4 ans est revendue au même multiple d'entrée, on se retrouve avec, de par l'effet de levier, avoir un taux de rendement interne de 11%. La croissance est déjà beaucoup plus intéressante parce qu'on voit qu'à isomultiple, et en général les fonds, lorsqu'ils font une opération, ils raisonnent souvent à isomultiple, c'est-à-dire qu'ils regardent leur multiple d'entrée et ils se disent dans 5 ans comment l'entreprise, en fonction du business plan, du management, où l'entreprise sera. En prenant le multiple d'entrée, donc on détermine une valeur de sortie théorique. On voit là, dans cet exemple, que de par l'effet de levier
Et de par la croissance de l'EBITDA sans changer le multiple d'entrée, on se retrouve avec un TRI mécaniquement à 20%. Et pour finir, et ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui fait qu'une opération est vraiment intéressante, on voit qu'on a réussi bien évidemment à avoir de la croissance, mais cette croissance a pu être valorisée à la sortie par une augmentation du multiple de sortie qui engendre un taux de rendement de 27%. Et là, on a, je dirais, l'opération parfaite. Alors pourquoi je dis que le multiple n'est pas toujours lié à la croissance? Parce qu'en fait, le manager, lui, il contrôle en fait parfaitement son business, il contrôle son business plan. En revanche, il ne contrôle pas le multiple d'entrée, le prix d'acquisition, et il ne contrôle qu'indirectement le prix de sortie. Et il peut y avoir des conditions de marché. Par exemple, en ce moment, on a un environnement de la dette qui est extrêmement pushy, qui fait qu'on peut avoir un multiple de sortie plus élevé que le multiple d'entrée uniquement par le mécanisme de la dette. Donc en résumé, le LBO, c'est un vrai partenariat entre un investisseur et un manager, et Thomas y reviendra après. Il n'y a pas de LBO sans financier, bien évidemment, mais il n'y a pas de LBO sans manager. Et donc, quel est le rôle du management? Le management, lui, est en charge de la gestion quotidienne de l'entreprise. Même s'il n'a pas le contrôle financier, il en a en fait le contrôle opérationnel. C'est le management qui définit la stratégie, qui détermine les budgets, le business plan, qui investit aux côtés du financier. Et donc, c'est un véritable engagement fort. Et la qualité de l'équipe et la cohésion de l'équipe dans une opération de LBO est totalement fondamentale. De l'autre côté, l'investisseur, lui, il va financer l'opération. Il va apporter, je dirais, il va faire du ping-pong avec le management au niveau de sa stratégie. Il va aider le management à réfléchir au niveau de la gouvernance sur sa stratégie. Il apporte, bien sûr, la rigueur de la gouvernance et puis l'adhésion au projet du management. Donc en conclusion sur cette première partie, je dirais qu'il n'y a pas de LBO possible, bon, bien évidemment sans un profil financier excellent de l'entreprise cible. Ceci dit, on peut avoir une entreprise qui a malgré tout dans le cycle de LBO une variation si sur le trend sur 3 ou 5 ans est en constante évolution. Mais la grande différence entre les opérations de LBO aujourd'hui et les opérations de LBO il y a 10 ou 15 ans, on est un peu plus ouvert aujourd'hui, les financiers sont un peu plus ouverts à regarder des entreprises qui peuvent avoir dans la période du LBO une baisse, dans la mesure où cette baisse de cash flow s'explique et sera récupérée sur la durée de l'opération. Une solidité, une volonté forte des dirigeants d'entreprise. Tout au long de la journée, on va en parler, mais c'est totalement clé. On ne s'improvise pas entrepreneur, en fait. Je dirais que il y a des cas où on est directeur financier, directeur général d'une entreprise, dans un grand groupe. Tout se passe bien. Le hasard de la vie fait qu'on aurait pu parfaitement terminer sa carrière dans ce grand groupe, en évoluant au sein de ce groupe. Et puis, un jour, se passe un phénomène où l'actionnaire décide, pour des raisons stratégiques, de céder la division ou l'entreprise ou la filiale dans laquelle vous êtes dirigeant. Et vous avez cette opportunité qui se présente de faire une opération de LBO. Je pense qu'il est fondamental quand même de réfléchir sur le fait, est-ce qu'on est simplement un manager ou réellement un entrepreneur? Et c'est la grande différence dans les LBO, je dirais, les LBO réussis, c'est que ce sont des managers qui avaient en fait aussi une vocation d'entrepreneur, alors qu'il y a des LBO où on avait de très bons managers qui malheureusement n'avaient pas cette vocation d'entrepreneur. Donc c'est une opération qui n'est pas dénuée de risques financiers et personnels, mais ça peut être une superbe aventure humaine.
Alors rapidement, le management. On parle beaucoup, et on y reviendra aujourd'hui, on parle beaucoup des packages de management, de l'enrichissement rapide des managers, de l'inflation des packages de management. Alors, quels sont aujourd'hui, que peut-on dire aujourd'hui sur l'investissement du management dans une opération de LBO? Le manager doit répond de son projet d'entreprise. Il y a un business plan qui est un projet d'entreprise, qui est le contrat, je dirais, le contrat de mariage, le contrat moral entre l'équipe de management et le fonds d'investissement. Donc c'est un contrat d'entrepreneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un partenariat, au-delà des aspects juridiques, techniques, financiers, etc. C'est un partenariat entre des hommes, au sein de l'équipe de management, et puis il faut qu'il y ait le fit entre le management et le financier, et Claude en reparlera tout à l'heure. L'investisseur, si je dirais, les éléments de cette recette sont réunis, eh bien, il soutiendra le projet, il est là pour soutenir le projet, pour maximiser le rendement des fonds propres. Il faut qu'il y ait toujours un alignement d'intérêts entre le fonds d'investissement et l'équipe de management, et ça c'est clé. Et il doit s'assurer de l'engagement réel du management à ses côtés. Et l'engagement réel du management, ce n'est pas qu'un engagement financier. En fait, le fonds d'investissement ne cherche pas forcément à ce que le manager se surendette. Ce n'est pas ça le sujet. Ça peut aller d'un an de salaire d'investissement à beaucoup d'argent pour les managers qui opèrent sur des opérations secondaires ou tertiaires. Ce qui est important, c'est que le montant qui est investi soit symboliquement suffisamment élevé pour mesurer l'engagement personnel du management. Je vais rapidement parler. Donc il y a un partage qu'on appelle un partage différencié de la plus-value. C'est-à-dire qu'on a un gâteau qui est la plus-value. Cette plus-value, elle se répartit entre les différents actionnaires et notamment entre donc, les investisseurs financiers et le management. Bon, alors comment ça se passe? On entend parler de sweat equity, etc. Bon, en fait, le manager profite d'une part de l'effet de levier normal de l'opération de LBO. D'autre part, le manager profite un deuxième effet de levier au niveau de l'equity grâce à des obligations convertibles, ce qui est indiqué là, qui fait que pour 100 d'equity, si vous avez 50 d'obligations convertibles et que le management investit 10, eh ben, il n'aura pas 10% de la société, mais il aura 20% de l'entreprise. Donc il y a un deuxième effet de levier grâce à l'obligation convertible. Et il y a un troisième accélérateur qui est les BSA, qui permettent au management, à partir d'un certain niveau de rémunération, un certain niveau de TRI, d'avoir une accélération de son rendement. Alors, je montre ici comment ça se trace, en fait. Ce qui est important lorsqu'on négocie son package, c'est d'avoir cette courbe de rémunération année par année, c'est-à-dire que d'un côté, on a le TRI et le multiple de l'investisseur pour chaque année, et puis de l'autre côté, on a les multiples du management. Bon, par exemple, sur cette courbe, on voit que à partir de 15% de TRI pour le projet ou 2 fois les fonds propres investis, le management commence à avoir une zone de gain intéressante. Alors, je le retrace ici. J'y reviendrai un peu plus en détail après au niveau des questions. Mais c'est très, très important de voir que le fond doit primer sur la forme. Il ne faut pas se laisser obnubiler par les problèmes mécaniques de dossiers, de promesses, de machin. Tout ça, c'est de l'intendant, je dirais. C'est de la mécanique juridique qui doit suivre. Ce qui est important, c'est de pouvoir, et c'est que comme ça qu'on peut vraiment comparer les packages entre eux, et même se poser des questions sur le profil de risque de son entreprise, c'est d'avoir ces courbes qui permettent d'avoir à la fois de mesurer le profil de risque de l'entreprise et à quel moment l'équipe de management est incentivée en fonction de ses performances. Alors, il y a un pacte d'actionnaires qui est là pour je dirais, fixer les accords entre le manager
l'équipe de management et les investisseurs financiers. Dans ce pacte d'actionnaires, il est prévu un certain nombre de choses. Il est prévu les bonnes choses et les mauvaises choses, et notamment les cas de départ. Et dans la journée, on parlera des clauses de good liver, de bad liver. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clause de good liver? Eh bien, c'est par exemple le départ à la retraite, c'est par exemple un décès, c'est par exemple vous êtes licencié sans cause. Ça, c'est une clause de good liver. Bad liver, c'est vous piquez dans la caisse et puis vous êtes licencié pour faute lourde. Alors, le rappel des points clés, c'est que donc le management en fait bénéficie de 3 effets de levier. L'effet de levier de la dette, l'effet de levier dû au partage différencié de la plus-value, et puis l'effet de levier fiscal, puisque en fait, je vous rappelle que les opérations de LBO peuvent se faire, sont des opérations qui sont taxées donc au taux de plus-value, donc 26%. Et puis, il y a des possibilités d'utiliser des PEA et de pouvoir défiscaliser une partie de cette plus-value. Ce qui est fondamental, et on ne le répétera pas assez, il faut qu'il y ait dans une opération de LBO, pour qu'elle ne présente aucun risque fiscal pour le management, il faut que le management soit toujours dans une situation de risque possible, de perte de son investissement, partie ou total. Ça, c'est fondamental. Les contrôles qui sont aujourd'hui faits par Bercy sur les packages de management, justement, portent sur le fond de l'opération. Est-ce qu'on est sur un package de rémunération ou est-ce qu'on est sur un package d'entrepreneur? Alors, le processus d'enchère, très rapidement, le management doit, si possible, essayer d'être associé à l'ensemble du mécanisme d'acquisition ou de cession de l'entreprise, à la fois, si possible, dans le choix du conseil, Claude y reviendra, si possible, dans la négociation de son package. Et il est important de pouvoir essayer de figer son package avant que le fonds d'investissement soit en exclusivité. Donc il y a en fait une enchère parallèle entre l'enchère du vendeur et l'enchère du management. Et puis c'est un processus qui est extrêmement sollicitant pour le management, puisqu'en fait le meilleur vendeur de l'entreprise, c'est le manager. Et donc le manager va devoir intervenir notamment dans ce qu'on appelle les management presentations, sur la vente de son projet d'entreprise, sur la vente de son projet de développement avec l'ensemble de son équipe. Et ça c'est totalement fondamental. Peut-être commencer à dire, c'est de mettre en contexte les dernières évolutions dans la partie financement, la partie dette dans la LBO, et ce que ça peut entamer pour les équipes de management. Après avoir passé presque 20 ans dans le métier financement LBO, côté banque, je pense que les dernières 4 ou 5 années ont vu les évolutions les plus importantes dans l'histoire des LBO. Et document. Voilà, c'est un montage du financement qui a fait preuve pendant 20 ans et je pense que ça restera toujours très porteur, surtout en Europe. Les États-Unis, c'est un marché assez mature, mais il y a toujours beaucoup d'opportunités en Europe. C'est un modèle qui était innovant et qui était considéré comme assez agressif au début, mais qui devient de plus en plus institutionnel, comme disait Noël, qui a fait preuve d'une grande création de valeur, en fait, je pense, parce que ça crée un autre lien entre un actionnaire et le management d'une société. Et avec l'effet levier, a fait preuve d'une grande création de valeur. Ça crée une certaine discipline, ça permet à la société à viser vraiment ses forces et ses faiblesses et de viser purement la création de valeur et une amélioration de son cash flow. Côté banque, on ne regarde que le cash flow. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la capacité de la société, selon différents scénarios et ces différentes projections, de rembourser la totalité de notre dette. Si on passe au prochain, je pense que
le modèle vise à trouver un investisseur qui voit un cible avec un potentiel important et qui améliore son TRI avec un effet levier très important. Trois choses se sont passées ces dernières quelques années. D'abord, après 20 ans d'expérience LBO et réussite, les fonds d'investissement lèvent de plus en plus d'argent. Et il y a de plus en plus de fonds LBO qui cherchent des bonnes cibles, des bons investissements. Les banques qui avaient un certain scepticisme à ce montage avec un niveau de dette très très élevé sur ces cibles ont vu que depuis 20 ans, ça reste toujours une activité extrêmement porteur. Les marges d'intérêt qu'on gagne sur cette affaire et les commissions d'arrangement qu'on gagne sont toujours intéressants, malgré quelques pertes, malgré quelques mauvaises surprises. Et je pense qu'on va continuer à voir une évolution et une croissance dans les métiers LBO, le monde LBO, avec différentes évolutions, notamment dans la partie dette. Et la partie dette a, excuse-moi, continué à exploser malgré quelques soucis en 2001-2002 après l'éclatement de bulle Internet qui a eu un impact sur beaucoup de LBO dans le secteur télécom et quelques-uns dans les médias. Et une récession économique aux États-Unis, un peu moins dans l'Europe en 2001-2002. Mais vous voyez bien que la dette et le volume d'activité continuent à croître. À mon avis, ça va continuer pour les prochaines quelques années. Avec quelques soucis, avec quelques mauvaises surprises, mais globalement, ça restera une activité très porteur. Ce qui se passe en Europe, et c'est quand même quelques années après cette évolution aux États-Unis, c'est vraiment le monde des CLO, la titrisation de la dette LBO. Vous voyez bien que depuis 5 ans, il y avait une véritable explosion dans le nombre des fonds CLO qui investissent dans la dette LBO en Europe. Avec quelles conséquences et pourquoi? En fait, la création des CLO, la titrisation de la dette LBO, résultait d'un problème en 2001, et bon, peut-être un peu avant, pour les banques. Quand nous regardons une cible, on souhaitait, il y a quelques années, de s'assurer que toute la dette bancaire remboursée dans un délai de 7 ans. Or, dans quelques cas de figure, il y a 7-8 ans, on voyait que même dans un scénario assez optimiste, on ne pourrait pas rembourser la totalité de la dette dans 7 ans. Donc, les banques ont décidé d'ajouter des tranches B et une autre tranche C qui remboursait infini dans la 7e ou 8e ou 9e année. Et ça se faisait, c'est une pratique qui se faisait de plus en plus. Au début, les banques étaient assez réticents de faire ce genre de tranche B et C parce que le risque dans 7 ou 8 ans, c'est très difficile à quantifier. Mais on a vu que ça marchait de mieux en mieux et les entités de titrisation voyaient qu'il y avait un vrai marché pour ce genre de dette. Et par le biais d'une titrisation, on a ouvert la possibilité aux investisseurs institutionnels qui n'avaient pas accès à ce genre de dette auparavant d'avoir un accès au marché de la dette LBO. Et ce que vous voyez là, c'est la courbe qui montre que les CLO qui prenaient peut-être 10% de la dette LBO en Europe il y a 5-6 ans sont actuellement à peu près la moitié. Et les banques qui étaient à 90% il y a 5-6 ans perdent de plus en plus de place. Aux États-Unis, par exemple, ces courbes sont longuement croisées. Aux États-Unis, presque 80% de la dette LBO est dans les mains des CLO. Et les banques ne tiennent que 20 ou 25%. Je pense que la même chose va arriver en France. Et pourquoi? Les institutions, les investisseurs institutionnels sont extrêmement intéressés par deux choses. C'est une classe d'actifs intéressant. Vous voyez juste un peu le montage d'un CLO typique, mais c'est une classe d'actifs intéressant par sa marge, par le faible taux de défaut et par un taux de recouvrement. Parce qu'un investisseur institutionnel, quand il regarde les dettes LBO européennes, il ne regarde pas simplement la marge et le taux de défaut, mais un taux de recouvrement. Si jamais il y a un problème, s'il y avait un défaut de paiement dans la dette LBO européenne, l'historique montre que le taux de recouvrement, c'est aux alentours de 70 ou 75%. Or, pour l'investisseur institutionnel qui n'a qu'un accès à une obligation corporate, s'il y a un défaut, le taux de perte peut être de 40 ou 50 ou 60%. Donc,
Ce que vous voyez là, c'est une CLO typique. Ils sont de l'ordre généralement de 3 ou 4 ou 500 millions d'euros. Les actifs qui rentrent dans la CLO, c'est essentiellement les tranches B et C, les tranches infinées, parce que le CLO, c'est une espèce de petite banque. Ça se finance essentiellement avec les émissions de notre AAA, qui paye 25, 27, 28 points de base. Un mélange de notre AA, un mélange de notre BBB et une partie de fonds propres. Donc, cette structure de passif permet aux investisseurs institutionnels à avoir accès à une classe d'actifs, ce qui est un peu bizarre parce qu'il y a quelques années, la dette LBO était vraiment fermée dans un monde de banques, et là, aujourd'hui, ça devient vraiment une classe d'actifs ouverte à tout type d'investisseurs institutionnels. Et l'investisseur institutionnel, il a le choix. Il prend le tranche AAA s'il veut quelque chose de très secure, et il a l'avantage parce qu'un AAA corporate paye 7, 8, 9 points de base, mais dans le cadre d'un CLO, comme c'est structuré, comme c'est assez exotique, ça paye 25 ou 27 ou 28 points de base. Pareil pour les autres tranches. Je pense qu'aujourd'hui, le marché de dette A ou AA, c'est toujours dans les autres de 25 ou 30 points de base maximum. Or, dans le cas d'un CLO pour la dette LBO, il peut toucher à peu près 80 points de base. Pareil pour les tranches BBW. Et après tout ça, si un investisseur veut vraiment prendre un risque de première perte, parce que si jamais il y a une perte importante dans le portefeuille de dette LBO, c'est l'equity en bas qui prendra la première perte. Mais l'historique de 5 ou 6 ans montre que malgré un cycle 2001-2002, les investisseurs génèrent des rendements de l'ordre de 12 ou 18% selon le cas. Donc, une autre chose à souligner, c'est que, et à mon avis, une autre chose qui va renforcer cette tendance de montée en puissance des CLO dans la dette LBO en Europe, c'est parce qu'auparavant, les CLO n'étaient capables d'acheter que les tranches B et C. Aujourd'hui, ils sont capables d'acheter les tranches A, amortissables, et même certains ans sont capables d'acheter les tranches revolving, c'est-à-dire remboursables et retirables pendant la durée de crédit, qui est une espèce de menace pour les banques parce qu'on va perdre sur nos bilans des actifs qui génèrent 200, 250 ou 300 points de base, et qui va renforcer une tendance qui est déjà très présente aux États-Unis, où les banques qui sont vraiment présentes dans le métier LBO sont ceux qui arrangent la dette, qui souscrivent la dette, qui prennent le risque d'underwriting et qui, en revanche, resyndiquent cette dette assez rapidement auprès des CLO. Et c'est avec cette nouvelle liquidité que vous voyez bien que les multiples de leverage, le montant de dette par rapport à l'LBO, continuent à augmenter en Europe. Et en fait, ce qui cache ces différents chiffres, c'est ça n'a pas l'air d'être extrêmement important comme évolution. De passer une dette totale de 4,7 à 5,9, ce n'est pas énorme. Mais il faut voir qu'un multiple de 4,7, c'est déjà considéré comme très agressif. Une société doit impérativement générer plus de cash qu'elle a généré normalement historiquement pour rembourser toute cette dette dans un horizon de 7 ou 8 ans. Quand vous passez de 4,7 à 5,9, la question n'est pas du tout de rembourser la totalité des dettes, mais c'est de voir combien de dettes restent à refinancer à l'échéance de ce crédit à 7, 8 ou 9 ans. Or, on voit dans certains cas de figure aujourd'hui, je pense que le page jaune et le TDF vont montrer un exemple, où la dette totale se situe entre 7,5 et peut-être 8 fois. Et là, on ne rentre plus dans une logique de remboursement avec le cash flow, mais c'est loan to value. Combien vaut la société et quel multiple de dette est-ce que je prête contre ça? Ce qui est un risque que les banques normalement considèrent comme un risque d'equity. Il veut être sûr que, normalement, il veut être sûr que la dette rembourse totalement dans une durée de 7-8 ans. Et là, aujourd'hui, on est plutôt dans un cas de figure. Combien est-ce que la société a vendu pour et est-ce que ça va suffire pour rembourser la dette? Et avec cette évolution, les CLO, on voit des montages de plus en plus complexes. Il y a 3-4 ans, 60% des sociétés en LBO n'avaient que la dette bancaire, avec 40% avec un mélange de dette bancaire et de dette mezzanine. Or, aujourd'hui, il n'y avait que 30% des sociétés en LBO avec que la dette bancaire. Et je pense que ça, c'est des dossiers de taille plutôt très petits. Et tous les restes
70% en différentes tranches, parfois 2 ou 3 ou 4 différents types de tranches subordonnées, second lien, mezzanine, PIC, convertibles, qui montrent une certaine sophistication d'un côté dans les montages, mais qui, dans un contexte assez favorable aujourd'hui, dans un contexte où il y a très peu de défauts, nous cache une certaine incertitude en ce qui concerne comment ça va se gérer si jamais il y a un casse, si jamais il y a une faillite ou un redressement judiciaire. Malgré les différents contrats de relations intercréanciers entre ces différentes tranches de dette, on n'est pas du tout sûr comment ça va évoluer. Vous voyez bien également la conséquence de cette montée de levier. Si vous vous souvenez, on passait de 4,7 à 5,9 en dette totale. L'impact est assez important en ce qui concerne les ratings. On passait d'un monde il y a 4-5 ans où 70% de dette LBO était considérée comme double B ou dans la zone de double B. Et aujourd'hui, 75% de la dette LBO, selon Standard & Poor's, a un rating de single B. La chose à souligner là, c'est que j'ai trouvé un chiffre assez intéressant l'autre jour. Standard & Poor's disait que entre 1985 et 2001, une dette notée single B avait une probabilité de défaut de paiement sur un horizon de 3 ans de l'ordre de 18%. Je considère ce chiffre assez terrifiant. Par contre, depuis 2002 et 2006, la dette ratée single B n'avait qu'un taux de défaut de 8% sur une durée de 3 ans. Donc, ça a beaucoup baissé, le taux de défaut de la dette single B, mais si jamais ça redémarre et ça retouche les 18%, on va voir beaucoup de différents LBO commencent à avoir des difficultés. Et je pense avec les conséquences, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas vraiment être sûr aujourd'hui comment tout ça va être géré. Vous voyez bien, une autre raison pour laquelle les montées en puissance des CLO, c'est parce que globalement, quand les gens regardent ces courbes, ils voient bien qu'il y avait 2 grands pics dans la dette non-investment grade. Et cette dette non-investment grade était essentiellement américaine dans les années 80-90, mais de plus en plus européenne à la fin de 90 et en 2000. Mais si vous enlevez le boom immobilier aux États-Unis en 90-91 et un contingent un peu média télécom, Internet en 2000-2001, je pense que les pics descendra de 10-11 à quelque chose comme 6-7-8. Donc, encore un point qui rassure les investisseurs institutionnels dans le contexte d'un CLO. Ce n'est pas simplement qu'il y a un taux de défaut assez faible, mais il y a aussi un taux de recouvrement assez important, surtout si la dette LBO est secured, soit par les nantissement des titres et filiales ou par les actifs. Je veux simplement souligner aussi quelques évolutions dans le marché de dette à yield qui correspondaient à cette évolution des structures de plus en plus complexes. Je pense aussi que là, c'est un signe d'une montée de puissance aussi des hedge funds qui investissent beaucoup dans les tranches subordonnées au equity dans les CLO, qui sont des experts de fixed income qui cherchent de plus en plus de rendement. Et ils arrivent avec les structures de plus en plus complexes qui rendent, dans une certaine mesure, la dette un vrai concurrent ou un vrai compétiteur au equity. Quand vous parlez d'une dette qui paie 12, 13, 15%, là, vous rentrez vraiment dans une discussion intime avec un actionnaire. Un exemple de l'évolution de la dette dans les financements de LBO qui montre bien que le tranche amortissable qui comptait pour au moins 50% de la dette il y a quelques années descend très rapidement parce que les structures deviennent de plus en plus infinées. Pas simplement parce que les tranches B et C sont remboursables dans la 7e, 8e, 9e année, mais aussi parce que la société en LBO aimerait bien avoir la souplesse financière, ne pas avoir besoin des remboursements chaque année. Le tranche A, c'est typiquement remboursable dans 7 ans, et de plus en plus, on voit que pas simplement le tranche A est un composant de moins en moins important, mais même dans les contrats de crédit qu'on voit aujourd'hui, une grande partie de la dette de tranche A ne rembourse pas dans la première, deuxième, troisième année, c'est plutôt la troisième, quatrième, cinquième ou sixième année. Une chose à garder en tête, c'est auparavant, les CLO cherchaient la dette LBO dans les transactions assez importantes. Ils cherchaient des tranches B et C où le montant de dette globale était au moins 100 millions, 150 millions d'euros.
ça donnait un certain confort aux gérants des CLO que si jamais ils craignaient que leur investissement dans une certaine tranche de dette LBO tournait plutôt mal, ils pourraient le recéder sur le marché secondaire. Or, si le travail de transaction est trop petit, le marché secondaire devient moins évident. Je pense qu'on va voir bientôt, pas simplement une évolution où les fonds CLO sont capables d'acheter la tranche A ou la tranche revolver, mais ils vont s'intéresser aussi aux transactions mid-cap ou plus petites. Parce que, avec l'explosion dans le nombre de CLO, ils ont vraiment un problème de trouver les actifs. Ils cherchent de manière très agressive les actifs. Et je pense qu'ils vont être très tentés de passer, pas simplement aux tranches A ou aux tranches revolving, mais aux transactions de plus en plus petites. Globalement, le marché LBO, très porteur, toujours une bonne perspective de croissance, sûrement par le volume de fonds qui restent à investir. Je pense qu'avec les différents fonds levés en 2005 et en 2006, il y a en Europe au moins 100 millions d'euros à investir en equity, c'est 100 milliards, c'est-à-dire les potentiels de transactions LBO en Europe de 300 milliards dans les prochaines quelques années. Plus en plus intervenants, bon, Mathieu peut vous en parler sur le niveau de concurrence entre les différents sponsors, et un actif ou un type de crédit qui reste toujours intéressant pour les banques, mais concurrencé de plus en plus par les CLO et qui augmente le niveau de liquidité. Niveau de liquidité qui transforme dans une augmentation dans la valeur d'entreprise et une augmentation des multiples de la dette, qui entame peut-être un futur problème si jamais il y a une récession économique ou un surendettement sur certaines sociétés. Je pense finalement que le management rend compte de plus en plus qu'elle est un poids clé dans le cadre d'un LBO. Comme Noël disait, il n'y a pas de LBO s'il n'y a pas une équipe de management très impliquée, investie et prête à prendre un risque sur le projet. Or, ce que nous voyons côté banque de plus en plus, c'est que certaines équipes de management catégoriquement refusent de rentrer dans un projet trop endetté. Et ça pose un petit problème pour l'actionnaire qui veut le vendre pour le prix maximum, mais ça nous réconforte aussi de voir que l'équipe qui connaît le mieux la société, le mieux la cible, le mieux ses potentiels de génération de cash flow, commence à mettre un certain frein sur les effets leviers dans les LBO. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je n'ai pas préparé de slide. Je ne vais pas vous parler de technique, mais de sujets plus généraux. D'abord, je posais la question effectivement de ce succès de plus en plus croissant du modèle de LBO. Je crois que tout le monde dit qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché, il y a beaucoup d'argent. C'est vrai que toutes les classes d'actifs aujourd'hui, que ce soit le marché de l'art, l'immobilier, les matières premières, toutes ces classes d'actifs sont orientées à la hausse. C'est d'ailleurs une grande question pour les économistes. Je crois que la masse monétaire a très fortement augmenté, il n'y a toujours pas d'inflation, donc ce qui explique que toutes ces classes d'actifs augmentent. Je crois qu'au-delà de ces aspects techniques sur le succès du LBO, et ouais, c'est ce qui me rend confiant dans la pérennité de ce succès, moi je pense que c'est un modèle aujourd'hui de corporate governance qui est beaucoup plus efficace que les deux principaux modèles de corporate governance des sociétés qui existent. Ces deux principaux modèles, c'est d'abord les sociétés cotées. Les sociétés cotées ont pour moi un problème majeur. C'est qu'un dirigeant d'une société cotée n'a pas forcément comme objectif premier de créer de la valeur. Il peut avoir comme objectif premier de faire grossir son groupe. Et l'objectif de créer de la valeur est pas nécessairement un objectif très clair et très direct. D'ailleurs, c'est une évidence aujourd'hui dans les groupes cotés, le rôle de l'actionnaire est inexistant. En tous les cas, c'est une analyse personnelle d'un quelqu'un qui fait un métier d'actionnaire majoritaire depuis longtemps, mais aujourd'hui, il n'y a absolument aucun contre-pouvoir efficace dans les sociétés cotées. Le management a le pouvoir, c'est un pouvoir de droit divin et il n'a aucun contre-pouvoir. Donc c'est ce qui mène des fois à des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est les sociétés familiales. Qui pose un autre problème, c'est pour des managers de sociétés familiales. Souvent, les décisions sont prises lors des déjeuners de famille le dimanche et elles ne sont pas forcément très cohérentes. Je vous vois sourire, mais c'est assez vrai. Hein. Et donc, pour un manager qui est qui dirige une société familiale, il se retrouve des fois à ne pas savoir vraiment à qui parler, comment parler, parce que c'est des gens qui parlent des langages très très différents.
Le contrat dans un LBO, il est extrêmement clair, il est simplissime. Ma fille aînée qui a 4 ans pourrait très bien le comprendre, c'est créer de la valeur sur un horizon de 3 à 6 ans, c'est tout. Alors vous allez dire, c'est quand même c'est très enfantin. On a tendance, moi j'ai tendance à dire que la vie est suffisamment compliquée, la conduite des affaires est déjà très compliquée pour en plus ne pas se rajouter une couche de complexité. Donc ça, moi je suis intimement convaincu que c'est un grand facteur de succès de ces LBO. Et quand on discute avec des managers d'entreprises qui ont eu très souvent un historique dans un grand groupe ou dans des sociétés familiales, qui ont eu un passage avec un fonds d'investissement, très souvent, ces gens-là vous disent, moi, alors les gens vont dire pour des raisons financières, je suis désolé, c'est pas uniquement pour des raisons financières, mais ils vont très souvent vous dire, je ne veux plus retourner dans un grand groupe, je veux continuer à avoir une structure de LBO parce que j'avais un actionnaire majoritaire avec un interlocuteur unique où les prises de décision étaient extrêmement rapides, extrêmement réactives et où l'objectif, la feuille de route était claire et n'était pas changeante. Et ça, je pense que c'est un point très très important et qui solidifie le succès des LBO. Le deuxième point sur lequel je voulais vous parler, c'est l'état d'esprit du manager de LBO. C'est un état d'esprit assez particulier. C'est avant tout un manager, mais il faut également avoir l'état d'esprit d'actionnaire et d'actionnaire moyen terme. Ce n'est pas de l'actionnaire à long terme, ce n'est pas un constructeur d'empire, comme certains grands managers de très grandes sociétés. Ce n'est pas du trading. Quand vous êtes manager de LBO, vous avez, contrairement aux managers de sociétés cotées, il n'y a aucune pression pour les quarters, pour les résultats trimestriels. Un actionnaire financier normalement constitué peut très bien comprendre qu'un trimestriel ou un semestriel ne soit pas atteint si l'explication est solide. Donc il faut avoir des qualités de manager, mais également d'actionnaire moyen terme, et donc être prêt et vouloir prendre un niveau de risque et accepter un contrôle présent, fort, de la part des financiers. C'est notre métier. Notre métier, c'est d'acheter des entreprises, mais ensuite d'accompagner les entreprises ces entreprises dans leur développement et de contrôler que le business plan ou le plan de développement sur lequel on s'est mis d'accord avec le management est respecté. Et s'il n'est pas respecté, c'est notre métier et notre devoir éventuellement de faire en sorte qu'il soit mieux respecté, soit en aidant le management, soit, si besoin est, en faisant évoluer la structure de management. Donc ça veut dire vraiment, pour un manager de LBO, c'est une volonté de prendre des risques financiers, mais aussi des risques personnels, d'accepter ce challenge, et ça, il faut en être conscient, et également une volonté de partager avec ses actionnaires. Je pense que se dire je suis manager de LBO, j'ai une totale autonomie, il y a une autonomie qui est très très forte et beaucoup plus forte que dans des sociétés familiales ou quand vous êtes filiale d'un grand groupe. Il faut néanmoins être conscient que vous avez l'actionnaire majoritaire est très présent et donc c'est vraiment de votre intérêt de partager régulièrement avec cet actionnaire. Dernier point sur un sujet dont on parle beaucoup, package management. Personnellement, je vous encourage à la discrétion la plus absolue sur ce sujet. Voilà. Moi, je trouve que ça va être de plus en plus un problème en France. Ce que je disais à les gens avec lesquels je discute, on a pris un petit déjeuner ensemble, quand je vois sur la deuxième page d'un grand magazine économique qu'on peut trouver dans les salons de coiffure, j'ai fait tant de millions en 2 mois, en 2 ans, objectivement, c'est une catastrophe. Donc, c'est tout à fait logique d'en discuter avec son actionnaire, son partenaire financier. Pour moi, c'est absolument pas le premier objectif d'un LBO. Moi, quand je discute avec des équipes de management qui viennent en me disant, voilà, pour commencer à discuter, c'est ce niveau-là, moi, je leur dis très bien, messieurs, vous passez.
parce que j'ai tendance à dire, faut que ça soit, c'est plus la résultante d'une volonté de travailler ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mise en concurrence. Il faut qu'il y ait une mise en concurrence. Ce que disait Noël, hein, c'est le meilleur moyen d'optimiser les conditions de votre investissement, mais ça ne doit pas être votre critère de décision. Je pense que le critère de décision le plus important pour vous est d'avoir un bon partenaire financier qui vous accompagne. Et de toute manière, généralement, quand votre projet est intéressant et partagé avec le futur actionnaire financier, le package management est excellent aujourd'hui. Mais je pense que le message le plus important là-dessus, c'est soyez une discrétion extrême. Voilà. Eh bien, alors vous l'avez compris, au risque de vous décevoir, je vais rester très discret sur mon package management. Je crois que cela s'impose. D'autant que je partage très très largement les points de vue qui ont pu être exprimés depuis bientôt 1 heure. Alors, je suis là pour vous apporter un témoignage que d'aucuns s'accordent à considérer comme un peu particulier. Pour nous, ce témoignage, tout au moins quand je dis pour nous, je parle de l'équipe dirigeante que je représente ici, nous apparaît tout à fait naturel. Il semblerait qu'il y a 2 ans, l'implication de l'équipe management dans le MBO que nous avons closé au cours du mois de mai 2005 est apparu un peu particulier. C'est ce que je vais essayer de vous traduire ou de vous expliquer. Préalablement, je voudrais quand même préciser que, pour rebondir sur ce qui a été dit, j'ai eu l'occasion de diriger pendant 25 ans 2 grands groupes internationaux, dont le dernier qui était une société familiale cotée en bourse, le groupe Rossignol, que j'avais quitté à la fin de l'année 2000, et j'ai eu à partager effectivement des types de gouvernance bien particuliers, et je vais essayer de vous exposer en quoi le MBO que nous vivons actuellement est différent de ces expériences. Tout d'abord, je voudrais vous dire quelques mots de Carré Blanc. Je vois que nous avons la chance d'avoir la présence de quelques personnes de la gente féminine, donc qui, je l'espère, connaissent beaucoup mieux la marque Carré Blanc que tous ces messieurs. Carré Blanc, c'est aujourd'hui le spécialiste leader du linge de maison, et c'est une marque qui s'est imposée au cours des quelques dernières années. Donc une marque qui s'est imposée, et donc il y a vraiment création de valeur parce que la marque a un contenu, une valeur extrêmement forte. Très rapidement, Carré Blanc est né il y a une vingtaine d'années, s'est développé avec un fondateur dans les années 90, c'est l'époque où le concept était installé. C'est une marque enseigne avec une notoriété forte puisqu'aujourd'hui, Carré Blanc bénéficie d'une notoriété de 36%. Et nous sommes devenus leaders en notoriété de marque, juste derrière Ikea et Decor. C'est pour mesurer le travail qui a été fait par l'équipe au cours de ces dernières années. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, Carré Blanc revendique un contenu imaginaire très fort. C'est un produit différenciant, il est important de souligner. C'est un territoire de marque qui est clair et cohérent. Et enfin, c'est un positionnement pertinent. Tout ceci, bien sûr, crée de la valeur. Pourquoi? Tout d'abord, Carré Blanc, c'est une marque qui est dynamique en termes de style et de création. Et il s'agissait là d'un des fondamentaux qu'il fallait affirmer. Carré Blanc a voulu s'inspirer de la réussite du prêt-à-porter et renouveler des collections à un rythme accéléré. Nous créons 24 thèmes chaque année. Enfin, c'est un positionnement tout à fait original en termes de rapport qualité-prix. Voilà les éléments aujourd'hui du succès de Carré Blanc. Aujourd'hui, Carré Blanc s'appuie sur un réseau exclusif de points de vente, près de 230 points de vente, se développe à l'international avec 45 points de vente nouvellement ouverts. Nous ouvrons actuellement en Chine et nous sommes présents dans une quinzaine de pays. Les résultats, me direz-vous, et puisqu'il faut bien en venir à ce moment, aujourd'hui, Carré Blanc a un EBIT consolidé de 20% de son niveau d'activité, ce qui le place, au bout de 3 années, on peut dire, de succès, en 3e position
en termes de résultats parmi les 100 premières entreprises textiles de gros en France. Donc on peut considérer que c'est un MBO qui est sur la voie du succès. D'ailleurs, sa marge d'exploitation grossiste aujourd'hui frôle les 24%. Donc, je vous le disais, troisième performance textile aujourd'hui dans les entreprises de gros. Voilà pour vous présenter donc Carré Blanc. Alors, ce succès, c'est le fruit d'un travail d'une équipe qui était largement reconstituée. Effectivement, comme je vous l'ai dit, fin 2000, je me trouvais disponible, ayant quitté le groupe que j'évoquais tout à l'heure, et j'ai été contacté à l'époque par un investisseur. Il s'agissait de 3i qui avait réalisé donc une première opération, un MBI, et qui, ce MBI a été réalisé en juin 2000, était confronté à de très sérieuses difficultés. Difficultés que je résumerai très rapidement. Elles étaient liées aux conditions de reprise de l'époque, probablement à la qualité de l'équipe mise en place, qui n'était pas tout à fait adaptée à une entreprise textile, et enfin à une situation que, c'est un euphémisme, on jugera comme délicate entre le cédant et les acquéreurs. 6 mois plus tard, l'opération est sérieusement compromise. Et à ce moment-là, donc contacté, avec pour mission de réorganiser l'entreprise, nous nous sommes attachés à créer une nouvelle équipe et à mettre en place, donc, au cours des 3 années, des 4 années qui vont s'écouler jusqu'en 2005, les fondamentaux de Carré Blanc. C'est un contrat au départ. Ce contrat s'inscrivait dans la durée après avoir mesuré la situation de l'entreprise. Je crois que toute analyse qui aurait dit le contraire et qui aurait voulu brûler les étapes, personnellement, je n'y aurais pas souscrit. Donc, une nouvelle équipe de managers, une restructuration complète et un nouveau contrat. Un nouveau contrat avec les actionnaires, avec la dette et un nouveau projet d'entreprise. Tout ceci a été redéfini à l'époque. Cette restructuration achevée, j'en viens au MBO du mois de mai 2005. Alors, il ne s'agit pas pour moi de restituer ce qui a été présenté ce matin avec beaucoup de clarté, les différentes étapes d'un MBO, mais j'aimerais vous montrer ce qui a été considéré comme étant l'originalité du processus, ou tout au moins les particularités. Et bien sûr, de mettre en évidence le rôle joué par le management. Je disais d'ailleurs récemment que le rôle joué par le management a été simplifié dans la mesure où, vous l'avez compris, nous avions refondé cette entreprise. Quelque part, nous avions le sentiment, après ces 3 à 4 années de restructuration, qu'elle nous appartenait un peu, qu'il avait fallu la redéployer dans tous ses fondamentaux. Alors, ces phases du processus, je voudrais en distinguer 3 qui sont là uniquement pour vous aider dans la compréhension des différentes étapes telles que les ont vécues le management. Tout d'abord, première phase que j'appellerai les conditions de la vente. Il y a eu, et c'est peut-être une première novation, un accord préalable avec le management entre le et le vendeur sur les modalités de cession. Nous nous sommes mis d'accord sur le prix. Ça nous semblait important. Accord sur le prix, mais accord aussi sur les accessoires. Par accessoires, j'entends le contrat de gap, les due deals, enfin bref, tous les éléments de négociation avec le vendeur avaient été envisagés par le management, traités et négociés dans une première étape. Nous sommes allés un peu plus loin puisque, en accord avec le cédant, il était mis au point une shortlist de conseils. Et le management, ayant arrêté en accord donc avec les actionnaires cette liste de conseils, avait le choix du conseil et d'un conseil unique concernant à la fois le vendeur et le management. C'est une étape importante et j'en profite de faire un peu de publicité pour Noël Albertus à ma droite, puisque effectivement il a été notre conseil à l'époque. Il s'est engagé dans un processus qui était considéré comme novateur et il a joué ce rôle extrêmement délicat de conseil commun à la fois du vendeur et du management. Donc, cette première phase
a représenté plusieurs semaines, vous en conviendrez, de négociations qui se sont déroulées dans un climat serein, puisque la lettre, ou tout au moins la règle du jeu, avait été arrêtée dans des conditions consensuelles. Et pour moi, j'y vois un premier avantage, c'est que cela a permis d'éliminer en grande partie les conflits d'intérêts qui pouvaient survenir ultérieurement. Deuxième étape, là encore, le management s'est impliqué puisqu'il a pris l'initiative de syndiquer la dette avec les banques d'exploitation, 3 banques à l'époque, qui connaissaient l'équipe dirigeante puisqu'ils participaient bien sûr à l'exploitation et qu'ils avaient vécu le redressement. Et cette syndication de la dette a relevé complètement du management qui a conduit cette syndication sans délivrer à ce stade-là le nom du fonds, voulant conserver la liberté de choix du fonds qui serait retenu donc dans une étape ultérieure. Ça a pu surprendre au départ, effectivement, dans la mesure où délivrer une dette de l'importance qui était la nôtre, qui représentait un peu plus des 2/3 donc, du montant du deal, sans connaître le nom du fonds, c'était une démarche à l'époque un peu particulière. Enfin, et j'en profite pour rebondir sur ce qui vous a été dit ce matin, en parlant de l'implication financière des managers, les managers de premier rang ont décidé de constituer la NewCo. Donc, première étape, constitution d'une NewCo avec une implication seule et unique et financière des managers de premier rang. Ce qui veut dire que le fonds est rentré dans cette NewCo dans une deuxième étape suite à une augmentation de capital. Phrase 3, donc en ce qui concerne le dénouement. Pour le dénouement, je répète encore une fois, ce sont des phases tout à fait arbitraires pour la compréhension de mon exposé, puisque dans une certaine mesure, ces phases se recoupaient, s'enchevêtraient. La phase suivante, bien sûr, ou tout au moins la phase parallèle, concernait le choix du fonds. Le redressement de Carré Blanc et sa notoriété fait qu'il y avait un appétit indiscutable pour Carré Blanc, puisque nous avons été contactés par une trentaine de fonds qui ont manifesté leur intérêt. Après entretien individuel conduit par le management, nous avons retenu une dizaine de fonds à qui nous avons adressé donc des dossiers de présentation de l'entreprise. Pour résumer, quels étaient les critères de choix du management? Tout d'abord, premier point, nous voulions nous entendre sur la compréhension réciproque du deal. C'était un point important, d'où des discussions très longues avec les prétentions des investisseurs. Deuxième aspect, en termes de gouvernance, nous voulions clarifier les rôles respectifs sur les modalités pratiques de vie commune. C'est ce que j'appelle le niveau d'ingérence. Savoir si nous avions capacité à respecter nos rôles réciproques, mais en même temps avec un contrat qui était clair pour le management, et cela a été évoqué ce matin, je voudrais revenir sur ce point, l'obligation d'une très grande transparence vis-à-vis de nos actionnaires et d'un souci d'informer dans des conditions tout à fait satisfaisantes pour nos actionnaires. C'est une règle d'ailleurs à laquelle l'équipe a toujours été attachée et ce qui fait que nous vivons, on peut dire, dans une bonne symbiose avec nos investisseurs. Troisième aspect important pour nous dans le choix du fonds, c'était la capacité que celui-ci avait de délivrer dans les délais et selon les modalités prévues. Car nous étions informés qu'il pouvait y avoir des surprises et ce genre de surprises pouvait remettre en cause tout un processus, tout un schéma. Donc nous voulions véritablement valider cette capacité de délivrer. Et enfin, quatrième point, me direz-vous, eh bien oui, le package management, mais là encore, nous avions travaillé avec notre propre conseil du management, qui, sur ce plan-là, avait beaucoup échangé avec l'équipe et nous nous étions mis d'accord sur des règles que nous pensions pouvoir négocier. Alors, me direz-vous, dans tout ça, l'implication du management? Eh bien, celle-ci, vous l'avez compris, était forte, et j'oserais dire que le plus dur pour moi,
enfin pour mon équipe et pour moi-même, a été souvent de conduire pendant tous ces longs mois à la fois ce processus et parallèlement la direction de l'entreprise. Parce que ce sont des périodes pendant lesquelles il ne faut pas négliger l'entreprise. C'est un processus qui vous accapare plusieurs dizaines d'heures par semaine bien souvent. Et je voudrais insister sur ce point parce qu'il ne faut pas le négliger. Donc, implication totale du management à tous les stades importants du processus, vous l'avez compris, au niveau du prix, de la dette, au niveau du levier, puisque nous avions fait des choix, et au niveau du choix des partenaires, bien sûr, des conseils et du conseil commun avec le fonds. Le management a été l'acteur du processus, l'acteur total, principal du processus, ce qui suppose à toutes les étapes, donc notamment de rendre compte notamment dans le cadre du mandat qui a été octroyé par le vendeur. Et enfin, comme je vous le disais, un conseil commun donc, qui a la confiance des deux parties et qui peut guider le management à toutes les étapes. Je dois reconnaître avec beaucoup d'humilité que nous avons beaucoup appris et le Conseil a un rôle clé à la fois pour nous donner des explications tout au long du processus et faciliter la prise de décision. C'est une étape à laquelle il faut, et s'il y a des managers ici qui envisagent un MBO, attacher la plus grande importance. Et cela va d'ailleurs bien au-delà des documents traditionnels de présentation, management de présentation, data room et autres business plans. Alors, en conclusion, parce que je vois que le temps nous est compté, aujourd'hui, ça m'est beaucoup plus facile d'apporter un témoignage puisque nous sommes en ligne avec notre business plan après 2 exercices postérieurement à SEMBO. Le groupe et l'entreprise est relativement prospère. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que dans ce processus, tout le management a été au cœur de l'opération. Alors, je voudrais peut-être terminer sur une citation de l'un de vos confrères, de l'un des fonds, qui adressait une lettre la semaine passée et qui écrivait, je le cite, « Le dirigeant est patron de son deal avant d'être patron de la société. C'est dans cette configuration que les intérêts convergent le mieux. » Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous en remercie et je suis à votre disposition pour les questions.